Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission qui passe à la loupe l'actualité concernant la maladie à coronavirus au Togo, en Afrique et dans le monde. Nous sommes bien sûr le 26 mai 2020. Dans cette émission de ce jour, nous allons devoir aborder avec notre invité ce thème coronavirus, de l'épidémie à l'endémie. Qu'est-ce qui va changer? Notre invité, son nom, docteur Rebecca Kende. Elle est bien sûr épidémiologiste et responsable adjointe des opérations dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 au Togo. Avec elle, nous allons bien sûr passer à la loupe minutieusement ce qui en est vraiment bien sûr de cette maladie au Togo. Bonsoir docteur et merci d'avoir répondu à notre appel. Finalement, vous êtes une habituée de ce plateau, ça fait deuxième ou bien troisième fois. Ah oui, l'événement nécessite qu'on passe de temps en temps discuter et instruire notre population pour qu'elle sache quoi faire et quoi ne pas faire, comment se comporter, comment lutter contre cette maladie. Et comment ça se passe dans son ensemble à votre niveau? Ça va, les stratégies sont mises en place. Oui. Nous enregistrons les cas. Oui. Et les mesures sont mises en place pour pouvoir prendre en charge ces cas. Donc, je peux dire que pour le moment, ça va. On aimerait que la population suive avec nous. Parfait. Au regard, bien sûr, de l'évolution de la maladie, sommes-nous toujours dans le contexte de la pandémie ou d'une endémie? Pour le moment, nous sommes toujours dans le contexte d'une pandémie. Étant donné que d'abord d'une épidémie, étant donné que nous sommes passés d'un événement non attendu à une augmentation des cas, et ce, pas seulement sur un seul continent, mais presque sur tous les continents, d'où le nom de pandémie. Mais nous sommes toujours dans cette pandémie. Nous ne pouvons pas encore parler d'endémie. Alors justement, quand on parle de l'endémie, quand est-ce que l'on va, bien sûr, peut-être pour le cas de cette maladie, non, mais pour ceux qui nous suivent, ils veulent avoir donc la notion concernant ce thème-là, à ce mot-là, qui fait peut-être son entrée nouvellement dans notre jargon de ce soir. D'accord, donc endémie, c'est en opposition à l'épidémie. Oui. Et l'épidémie, c'est comme je dis, une augmentation inattendue, bien une augmentation croissante de nombre de cas d'une maladie qu'on a à un moment donné. Et contrairement à ça, nous avons l'endémie qui est est-ce que je peux dire une augmentation, mais c'est-à-dire une maladie qui est dite endémique. Si je prends par exemple la fièvre de Lassa. La fièvre de Lassa est apparue dans notre profil épidémique en Afrique de l'Ouest une première fois, mais après cette maladie dans des pays comme le Bénin, comme le Nigeria, c'est des maladies dont on enregistre presque durant toute l'année des cas, et ce n'est pas seulement en un moment T. C'est-à-dire que cette maladie, vous vivez avec, et chaque moment de l'année, vous enregistrez ces cas. Ce n'est pas seulement en un moment où vous enregistrez une augmentation de cas pour parler d'épidémie. Justement, quelles sont les autres caractéristiques, ou bien les caractéristiques, bien sûr, d'une maladie endémique? Les caractéristiques d'une maladie endémique, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça n'a pas un caractère de ce qui apparaît en un moment. En un moment. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on enregistre durant toute l'année. Justement, dans le contexte actuel, on enregistre au jour le jour des cas concernant, bien sûr, cette maladie à coronavirus, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, globalement, dans le monde entier. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'on est plus ou moins sur la voie de l'endémie? Non.
nous n'avons pas encore bouclé, nous n'avons pas encore assez de recul, nous n'avons pas encore bouclé une année pour dire que cette maladie s'est étendue sur toute l'année et dire que nous l'aurons comme ça. Non, nous ne l'avons pas encore vécu, donc nous ne pouvons pas parler d'endémie. Nous sommes toujours dans le cadre d'une épidémie, d'une pandémie. Alors, l'évolution d'une maladie de la pandémie à l'endémie signifie-t-il que le niveau d'alerte a baissé ou comment? Le niveau d'alerte, d'abord, souvent, c'est par rapport à des maladies où il n'y a pas de seuil. Et par exemple, qu'on prend cette maladie que nous vivons, vu sa contagiosité, déjà un seul cas, ça constitue déjà une épidémie pour nous. Mais le fait de l'avoir durant toute l'année, c'est ça qui constitue une endémie. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple 2021 et que durant toute l'année 2021, nous continuons par enregistrer des cas de Covid-19, là, nous pourrons parler que le Covid-19 sévit au Togo sous une forme endémique. Alors, justement, si jamais cette pandémie va à l'endémie, les mesures de barrière resteront-elles les mêmes ou bien on sera tenté de revoir autrement les choses ou bien il faut vivre avec la maladie comme on a commencé par entendre au niveau de certaines autorités sur le plan mondial? Non, je pense qu'il y aura nécessité de revoir notre manière de vivre. Notre manière de vivre, surtout en communauté, pour ne pas faire perdurer la maladie. Donc, il va falloir revoir cette manière de vivre, chercher toujours à garder cette distanciation pour qu'il n'y ait pas de flambée, mais que ce soit seulement des cas sporadiques. Et par exemple, quand on prend des mesures comme le lavage des mains, je pense que c'est des mesures qui s'imposaient à nous depuis. Oui. On a connu des épidémies de choléra, des épidémies d'Ebola et autres qui nous obligent. Et même l'observation des mesures d'hygiène nous oblige au lavage systématique des mains, comme on le fait maintenant. Donc, je pense que c'est des mesures qui vont rester et qui vont plutôt profiter pour lutter contre d'autres maladies autres que le Covid-19. Justement, quand nous parlons aujourd'hui des mesures barrières, il y a toujours un petit couac dans ce qui est en train d'être fait actuellement sur le terrain. Malgré la sensibilisation que nous essayons de faire au jour le jour, il y a toujours de réticences. Que faut-il faire? Il faut passer de la sensibilisation à la sanction ou comment faut-il procéder finalement? Bon, il faut reconnaître que dans le genre humain, le changement de comportement ne vient pas d'un seul coup. Donc, il faut qu'on continue avec la sensibilisation, qu'on continue à sensibiliser les gens, à les amener à changer de comportement. Bon, la sanction, s'il y a nécessité, je pense qu'on ne va pas hésiter, bien du moins le gouvernement ne va pas hésiter à aller à ce niveau-là. Maintenant, si les gens arrivent à respecter les mesures qui sont données, je pense qu'on n'a pas besoin de sanctions. Mais quand même, c'est pour le bien-être de tout un chacun. Il y a bien sûr ces mesures barrières qu'on adopte au jour le jour, mais il y a toujours les cas qui augmentent. À quoi cela est dû? Bien un sûr, petit relâchement comme ou tu bien... le dis, est-ce que c'est tout le monde qui observe les mesures barrières? Pour le moment, tout à l'heure, quand je venais, j'écoutais une radio où les gens se plaignaient que dans leur entourage, les gens ne le respectent pas. Maintenant, les cas que nous avons, c'est dû au renforcement de la surveillance. Au renforcement de la surveillance dans nos formations sanitaires, c'est-à-dire que les prestataires ont été briefés sur comment reconnaître la maladie et maintenant, devant tout cas, ils sont habilités à rapidement réagir pour pouvoir suspecter le cas, faire les prélèvements et pouvoir diagnostiquer le cas. En dehors de ça, il y a eu aussi la stratégie mise en place par le gouvernement dans nos coins reculés où les préfets et les leaders communautaires, tout le monde est mis en œuvre pour pouvoir détecter toute personne venant des pays, des pays ou bien des zones à risque comme voyageurs dans leur localité. Et ces personnes-là, dès leur arrivée, ils sont systématiquement accueillis, ils sont prélevés et testés. Maintenant, ceux qui sont positifs, on les sort du lot pour pouvoir les prendre en charge dans des
des sites d'hébergement, des sites d'isolement. Et maintenant, les autres sont suivis pendant 14 jours. 14 jours, on leur refait un autre test. Au 16e jour, on refait un autre test pour voir est-ce qu'ils sont contaminés avant de rentrer ou pas. Donc, je pense que cette stratégie nous permet déjà, tous ceux qui rentrent et qui vont nous importer la maladie, de vite les extraire de la population et de les prendre en charge. Qu'en est-il de ceux qui font des déplacements sur le plan régional, ceux qui quittent peut-être? Il est bien vrai qu'il y a bouclage de la ville de Lomé à certains niveaux, mais il y a toujours ces petits déplacements qu'on constate ça et là à l'intérieur du pays. Qu'en est-il justement de ceux-là? Pour le moment, la stratégie mise en place prend juste en compte ceux qui viennent de l'extérieur du pays. Ceux qui viennent de l'extérieur du pays. C'est vrai qu'il y a certains cas qu'on a. Je me rappelle qu'il y a un cas qu'on a eu qui n'a eu de déplacement que de Sokodé à Lomé, mais qui est devenu positif. Donc, étant donné que c'est maintenant que nous commençons avec la transmission communautaire, cette notion de déplacement interne n'est pas encore prise en compte. Mais quand on va dans l'analyse de nos données, voir que on a de plus en plus de transmission communautaire, je pense que ça va s'imposer de soi quand quelqu'un quitte une région et qui va dans une autre région et qui déjà commence par présenter des signes, qu'on puisse rapidement prendre la personne là en charge, le tester et le diagnostiquer si possible. Parfait. Messieurs, si vous nous choisissez que maintenant, nous sommes bien sûr dans votre émission d'actualité sur la maladie à coronavirus, nous allons devoir marquer une petite pause avec l'info de la cellule Riposte. On va essayer d'analyser les chiffres, bien sûr, en la date du 25 mai 2020. Retour sur le plateau à la date, bien sûr, du 25 mai 2020. Notez qu'on a au Togo 212 cas actifs, 161 cas guéris, 13 décès, 386 cas confirmés au total, 17 049 nombre total de tests effectués. Et un petit détail pour cette journée, il faut noter que 5 des 302 personnes testées sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 386. Ces 5 personnes dont les âges sont compris entre 26 et 38 ans. Tous des voyageurs se repartissent comme sur 2 femmes et un homme dans le district 2 de Lomé, une femme à Agné, une femme à Djarkpanga dans le district de Mo. 20 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 161 le nombre total de patients guéris de COVID-19 au Togo. Le décès d'un homme de 56 ans a été enregistré dans le district 5 à Lomé, portant à 13 le nombre total de décès. Voilà un peu le tableau. Le tableau, la date bien sûr du 25 mai 2020. Ce qui est intéressant, c'est le chiffre des guéris. Quoi qu'on dit, le miracle continue. 20, c'est beaucoup en une journée. Oui. Ouais. Et c'est comme ça qu'on les avait aussi enrôlés, on les avait testés au début. On préfère avoir beaucoup plus de guéris maintenant. Pour pouvoir les suivre jusqu'à ce qu'ils ne guérissent. C'est vrai que d'entrée, parmi eux, il y avait certaines personnes qui étaient des contacts. Oui. Et parmi eux, il y avait des voyageurs, donc qui étaient aussi asymptomatiques. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait même de les soustraire, de les mettre quelque part au repos, avec la prise en charge renforçant leur immunité et autres, permet qu'ils ne développent pas la maladie, ou même pour ceux qui ont des symptômes mineurs, de ne pas faire les formes graves et arriver au décès. Donc c'est comme ça que ça se passe dans tout son ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'on va entendre encore dans 2-3 jours une trentaine de guéris, parce que quoi qu'on dit, le nombre total aussi des cas actifs augmente. On a jusqu'à 212 cas actifs. Oui. Une question demeure, est-ce que on a tellement d'espace, le potentiel qu'il faut pour pouvoir
Mais cette question hospitalisé, ou bien dans les régions aussi, Cette question me fait tirer un chapeau au gouvernement qui ne cesse de mettre les moyens. Voilà. Moi, je me dis Covid-19 et souvent je prends cette époque comme une époque de redistribution des ressources à toute la population. C'est-à-dire que les préfets sont à l'œuvre pour identifier des sites d'hébergement, que ce soit des hôtels, que ce soit des centres communautaires dans leur communauté, pour que ces gens-là puissent être pris en charge s'ils sont asymptomatiques, et dans les hôpitaux, mettre des structures pour qu'ils soient traités s'il y a quelques symptômes qui sont manifestés. Donc, je pense que ce n'est pas un miracle, mais c'est l'arsenal qui est mis en place pour pouvoir accompagner ces gens-là, qui les rassure, qui les sort de leur situation dans laquelle ils sont. Quand on parle bien sûr des guéris, il faut aussi peut-être faire une mention sur le cas de décès enregistré hier. Un homme de 56 ans. Oui. Que s'est-il passé? Il faut dire que c'est quelqu'un qui avait une comorbidité. Ok. C'était pas seulement le Covid-19, mais c'est quelqu'un qui a eu un AVC avec une hémorragie cérébrale sur un terrain de Covid. Et malheureusement, il nous a quittés. C'est délicat, hein? C'est délicat, oui. C'est pour ça qu'on tient encore à demander aux gens qui ont des pathologies sous-jacentes telles que le diabète et que l'hypertension de bien respecter les mesures et de se protéger contre cette maladie. Parce qu'avec les comorbidités, surtout, les décès que nous avons souvent, c'est avec des comorbidités que nous avons ces décès-là. Donc, il y a nécessité que les personnes puissent, que les mesures soient plus renforcées pour ces gens qui ont des facteurs de risque. Alors, dans les malades enregistrés, est-ce qu'il y a enfin un nombre des gens qui ont d'autres pathologies beaucoup plus... Un grand nombre. Un grand nombre, non. Il y a des fois des gens qui ont hypertension, il y a d'autres qui ont hypertension plus diabète, il y a d'autres qui ont un terrain obèse. Il faut dire aussi que c'est un facteur de risque dans cette maladie. Et il y a certaines personnes qui vivent avec un cancer, d'autres avec le VIH. Mais quand même, le constat d'entrée, c'est que ceux qui sont avec ces comorbidités et qui ont été pris en charge tôt ont évolué jusqu'à la guérison sans toutefois afficher de forme grave de la maladie. Et c'est ceux qui ont été diagnostiqués avec déjà un état grave, c'est eux qui souvent meurent. Ça complique un peu la tâche dans tout son ensemble. Voilà. Ok, parfait. Nous allons devoir commencer par enregistrer les questions tombées sur la plateforme. On prend la toute première question qui nous dit ce qui suit. Bonsoir le plateau. Combien de temps le virus peut survivre sur un fruit, s'il vous plaît? Je pense que lui, là, peut-être que comme c'est la saison des fruits, on a commencé par prendre des mangues et autres. Il veut avoir le cœur net, parce que bon, on ne sait jamais. Hein. Le temps que le virus peut faire sur un fruit, je ne l'ai pas en tête, mais quand même, néanmoins, comme je le dis, ça s'impose à nous aujourd'hui. Oui. On sait que pendant la période des mangues, c'est les gastro-entérites, c'est-à-dire les infections abdominales qui sont plus récurrentes. Et c'est obligatoire aujourd'hui que dès que tu prends un fruit, que ce soit bien lavé, avant que ça soit consommé. Donc, et il n'a pas forcément besoin de connaître, mais l'essentiel, c'est de pouvoir laver tout fruit acheté aujourd'hui avant de consommer le fruit. Ça s'impose systématiquement. Parfait. Voilà la réponse à cette question pour vous qui avez posé la question. Je pense que vous avez déjà le cœur net par rapport à ce qui a été demandé. On va passer à la question suivante qui nous dit également ce qui suit. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. J'ai voulu savoir un peu plus sur la situation sur les recherches de vaccins et remèdes et la date probable de la fin
de l'épidémie, sinon de la pandémie? Ok, donc les remèdes, du moins pour le vaccin, pour le moment, il n'y a pas de vaccin connu pour pouvoir prévenir ou bien oui, pour pouvoir prévenir cette maladie. Donc, les recherches sont en cours. D'habitude, quand on donne une date pour cette on dit dans les 6 mois, dans les 18 mois. Je pense que ce n'est pas pour la porte d'à côté. Mais pour la date probable de la fin de cette épidémie, et il faut dire que les travaux de certains épidémiologistes ont montré que les projections peuvent, dans certains cas, nous amener jusqu'en janvier 2021. Donc, oui, certains parlent de jusqu'en novembre 2020. Je pense que... je vais vivre ce calvaire-là jusqu'à ce temps-là. Comme vous le disiez, nous allons il se peut que nous balayons toute l'année avec cette maladie et que peut-être qu'elle ne parte pas complètement, mais qu'elle soit là d'une manière sporadique, qu'on ait des cas dans nos formations sanitaires et qu'on puisse vite les détecter et les prendre en charge. Je ne saurais vous dire quelle est la date probable de la fin de cette épidémie. La tendance va plus à ce que ça perdure un peu dans le temps jusque vers la fin de l'année. Justement, ça m'amène à vous poser cette question-là. Est-ce que le moment n'est pas venu de vivre, d'apprendre à vivre avec ce virus-là? Parce qu'on a comme l'impression que ça ne va pas vite finir. Hein? Il faut s'adapter au jour le jour et puis essayer d'observer les gestes barrières. Je pense que nous allons aller vers là, mais pour le moment, on est encore dans la fièvre de la maladie, l'épidémie. On n'a pas encore atteint le pic pour parler du déclin. Donc, je pense que les stratégies sont plus pour une lutte contre une épidémie. Maintenant, quand on va arriver à cette phase où on voit que il y a toujours la maladie qui perdure sous une forme sporadique, je pense que on va donner des instructions sur les mesures, mais quand même les mesures barrières restent de règles jusqu'à ce que, en tout cas, restent de règles pour la gestion de cette maladie. On va attendre encore le pic. Hein. Moi, je me suis dit que c'est déjà le pic, hein, parce que, bon, au départ, on n'a que 1 cas, 2 cas, 5 cas au plus en une semaine. Mais aujourd'hui, on en a enregistré jusqu'à 10, 15 par semaine. On a enregistré aussi des cas de guéris qui intéressent. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de la peur comme au départ, là. On sortait difficilement de la maison. Il faut dire que les cas que nous avons reçus, ou bien du moins les cas que nous avons enregistrés la dernière fois pour pouvoir avoir ce pic que notre courbe connaît aujourd'hui, sont des cas spécifiques, dans des groupes spécifiques. Ce qui fait que l'expression de la maladie dans la communauté ne s'est pas encore manifestée comme ça. C'est dans des groupes spécifiques. Donc, il se peut qu'après, que ce soit une transmission communautaire, c'est-à-dire qu'on retrouve ça partout, un peu plus partout dans la communauté, qui nous donnerait plus le pic. Donc, dire que c'est vrai, les mesures sont là. Si avec la stratégie mise en place, on essaie d'inverser cette courbe le plus tôt, on remercie Dieu. Maintenant, il se peut que si les gens n'observent pas les mesures barrières, qu'il y ait une propagation dans la communauté. Et ça pourrait nous donner encore un autre pic. Ah bon? Oui. Les mesures mises en place sont là pour pouvoir aplatir le plus tôt la courbe. Maintenant, si les gens ne respectent pas ces mesures et qu'il y ait une propagation dans la communauté, on risquerait d'avoir une courbe un peu plus ascendante comme celle que nous avons présentement. Donc, il va falloir encore obtempérer un peu, sensibiliser demander, continuer. Voilà, insister sur le port des masques. Ce boulot-là qu'on a commencé il y a plus de 2 mois déjà là. Il faut continuer, hein. Ah, oui. Il va falloir qu'on cherche des mégaphones. Maintenant, on circule dans les maisons. Ça serait la meilleure. Il y avait une méthode là que j'ai appréciée quand on était encore enfant là. Et il y a les gens de service d'hygiène là qui circulaient dans les maisons, qui voyaient les fosses sceptiques et autres là pour dire non, ça là, non. Il va falloir qu'on en arrive là, non. Peut-être pour vérifier les mesures barrières. Peut-être que dans les lieux de regroupement, c'est bon. Les gens peuvent plus ou moins respecter ça. Maintenant, dans les maisons, dans les quartiers, quand on sait que
La police ne peut pas être à la trousse de chaque citoyen. Les gens s'en fichent pas mal. Oui, mais quand même, on va continuer les sensibilisations de proximité. Comme tu le dis, des gens qui peuvent passer à côté des maisons, qui peuvent discuter, leur parler. Ce ne serait plus une question de télévision ou bien de radio, mais quand même s'approcher un peu plus de la population où elle peut exprimer ses inquiétudes, chercher à comprendre ses doutes et ses inquiétudes et là, mieux retenir l'information qui est partagée pour un réel changement de comportement. Parce que quoi qu'on dise, d'autres disent que cette maladie-là, ça va passer. Hein. Nous, on est là, nous, on est là et ça va encore pour repartir. Ah oui, quelle que soit la maladie, elle crée, du moins, quelle que soit l'épidémie, elle monte et elle descend d'un moment à l'autre. Parfait. Une nouvelle question sur notre plateforme. On va essayer de la découvrir. Félicitations pour l'effort que vous fournissez. Merci à vous. J'ai une proposition, que les tests d'échantillons se fassent dans toutes les villes frontalières le plus vite possible. Les villes sur la frontière Togo-Bénin, Togo-Burkina, Togo-Ghana, et que les suivis soient rigoureuses. Jusqu'alors, d'autres restent inconscients, nombreux sous le tchouk, les cartes et d'autres jeux que les soldats les dispersent. Tchamba, Kamboli, Goubi, Balanka et autres restent toujours indifférents. Voilà, c'est un constat d'un fidèle téléspectateur qui fait une proposition qu'il va falloir peut-être à partir des jours qui viennent voir avec le patron de la cellule riposte, vous qui pilotez bien sûr cette cellule-là, commencez par organiser des tests au niveau peut-être d'Anero et autres villes du Togo frontalières. Hein. Un premier travail a été fait par professeur Ekoevi pour pouvoir, dans certains groupes cibles, que nous pensions être des groupes ou bien des personnes qui vont plus en contact des populations, pour pouvoir mesurer la prévalence, du moins l'existence de la maladie dans ces groupes, qui avaient montré qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dans ces groupes-là qui avaient la maladie. Donc, du coup, aller à un dépistage systématique, on pense que ça serait sous forme d'un gaspillage. Donc, c'est pour ça que tout celui qui rentre, dont on ne connaît pas le statut, donc on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, est considéré comme une personne qui a eu un contact avec un cas confirmé hors de nos frontières. Donc, ces personnes-là sont traquées systématiquement dans les coins reculés dont il parle, Tchamba et autres, tout au long de la frontière, dans les villages qui sont là-bas, avec l'aide des chefs de village, avec l'aide des ASC et des préfets. Et systématiquement, tout voyageur est dépisté systématiquement pour voir est-ce qu'il est déjà contaminé, est-ce qu'il manifeste déjà la maladie. Et maintenant, il est suivi pendant 14 jours, période au cours de laquelle la maladie d'habitude s'exprime, pour qu'on puisse voir est-ce qu'il est contaminé ou pas. Donc, je pense que avec cette stratégie mise tout au long dans tous nos villages et autres, je pense que ça donne son résultat et nous pensons continuer pour pouvoir cerner ceux qui rentrent, qui sont porteurs du virus. On va devoir intensifier beaucoup plus la surveillance à ce niveau-là. Oui. Sinon, vous connaissez Pagouda? Pagouda, si. Pagouda, c'est un peu frontalier au Bénin. Hein. Il y a un marché ici, un autre de l'autre côté. De temps en temps, ceux du Togo vont de l'autre côté, ceux du Bénin viennent aussi. Ça va être un peu délicat aussi dans cette zone. Pagouda jusqu'à Chikawa et autres. Au niveau des marchés, c'est vrai qu'on n'a pas mis de stratégie systématique. Mais quand même, c'est la sensibilisation, la grande sensibilisation, et avec l'aide des chefs de village pour que les gens puissent respecter les mesures barrières. Les sensibilisations au niveau de ces marchés s'imposent étant donné que nous-mêmes, on sait comment nos marchés s'animent. Il y a un travail fou qui est fait par les agents de santé dans ces coins-là
Donc, je pense qu'il y a nécessité de renforcer cette communication pour que les gens comprennent la nécessité de ces mesures. Hein, il faut insister. Il faut amener tout le monde, ne serait-ce qu'au port des masques et pourquoi pas au lavage systématique des mains dans ces marchés-là, à l'entrée des marchés. Est-ce que je peux parler de l'entrée des marchés? Parce que ça rentre d'un peu partout. Un peu partout, hein. Ça rentre d'un peu partout. C'est la conscientisation de tout un chacun. Et il faut expliquer pour qu'ils puissent adhérer systématiquement à ces mesures-là. Il y a certaines localités frontalières aussi qu'il faut penser aussi renforcer beaucoup plus, hein, de surveillance, surtout avec nos voisins de l'Ouest. Je parlais du Ghana. Il y a plein d'entrées. Hein. Non, il faut dire, si aujourd'hui nous avons eu beaucoup de cas parmi les voyageurs, beaucoup d'entre eux sont venus du Ghana. C'est vrai qu'avec le déconfinement au Ghana, et c'est ça qui nous avait même permis du moins, c'est suite à ça que nous avons, la stratégie des voyageurs a été très renforcée et nous pensons que ce sont nos frères, certains sont partis juste pour une activité et ils ont été bloqués. Il y a certains qui sont des cultivateurs qui passent une période au Ghana et quand les pluies commencent au Togo, ils reviennent pour cultiver. Donc du coup, ça s'impose à eux de rentrer, ne serait-ce que par des voies détournées. Quand on sait que les frontières normalement sont fermées, ne serait-ce que par des voies détournées. Donc tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir cerner cette maladie, c'est de pouvoir mettre des mesures en place pour tout celui qui rentre, qu'il soit traqué et suivi. Et je me rappelle qu'à Djakwanga, parmi les gens qui étaient rentrés, il y avait un monsieur qui était rentré avec son vélo et qui devait aller dans Oti Sud. Mais je tiens à féliciter le préfet qui a acheté un téléphone et qui lui a remis pour que partout il sera sur son trajet, qui puisse être joignable. Et je pense que le test fait, il était devenu positif. Donc il fallait qu'on le retrouve là où il est parti pour pouvoir l'interner. Et ça a été facile dû au fait qu'il y avait ce moyen de communication qui a permis de le relier là où il était. Et il a été mis dans le centre d'isolement à Dapaon jusqu'à ce qu'il ne guérisse et qu'il rejoigne sa famille. Le préfet a fait un bon boulot, hein, il faut le souligner. Oui. Il faut le préfet a fait un très bon boulot, c'est à féliciter. On veut de ces gens de responsables, sinon ça va être délicat. Si on cherchait à le coincer là-bas, il va fuir. Oui. Il va fuir, mais quand même, on l'a responsabilisé avec toute une on le met devant le fait accompli. On le met devant le fait accompli. Et il est arrivé chez lui dans le Sud où il a été retrouvé pour être interné. Merci beaucoup à ce préfet-là qui fait un très bon boulot. Ces préfets qui continuent pas à donner de bons exemples en ces temps, bien sûr. Je passe pour dire un coucou spécial au maire. C'est où ça? Tindiassi, hein? Tindiassi. C'est également non loin de Djakwanga. Oui. Oui, c'est à 100 francs, peut-être si vous êtes à Zem, bien sûr, du Ghana. Tindiassi, le maire de la localité, commune 2, je pense c'est M. Mapong. Voilà. Coucou spécial à vous et surtout veillez au grain pour qu'on n'ait pas vraiment de soucis après. Il faut les féliciter, ils font un travail. Également le préfet de Cloto, hein, à 100. Lui aussi, parce que lui se trouve sur une position là. Vous savez que ceux qui sont bien sûr de l'autre côté de Rokmando et ses consorts que Tekrachi passent par Yeviepé ou bien Clomayon, on dit Wome et Kpadapé, Gbanave, Volové, consorts pour être au marché de Palimé. Pour vendre des poissons et autres et retourner pratiquement toutes les semaines. Ils sont là souvent les vendredis pour le marché de samedi, pour le jour de samedi, d'autres mardi ou bien jeudi. Donc, ils ont du boulot. Il y a nécessité qu'au niveau de ces marchés, qu'il y ait plus de sensibilisation pour pouvoir... C'est vrai, on ne peut pas aujourd'hui interdire ces marchés. On ne peut pas. Nous risquons il faut qu'on mange un peu aussi. Économiquement de tomber complètement. Mais il y a nécessité que nos mères, nos sœurs comprennent que... Il faut respecter les mesures barrières pour pouvoir continuer et à subvenir à leurs besoins.
Ça doit être de mise, les mesures barrières également à tous ceux qui se trouvent sur le long de ces frontières-là. Ils doivent veiller au grain. C'est pour le bonheur de nous tous. On n'a pas droit de commettre des erreurs. On va prendre de nouvelles questions dans cette émission afin d'évoluer. La suivante nous dit ce qui suit. Bonsoir le plateau. Balidji Soutoubois. Que faire pour nos frères qui sont revenus des autres pays, mais qui aimeraient regagner leur famille à l'étranger actuellement où les régions ont des cas positifs? Est-il encore nécessaire de boucler les préfectures? Voilà un peu. Bon, que faire pour les gens qui veulent regagner leur famille, qui sont gardés en quarantaine, tout ça là. Il faut qu'on épuise d'abord le temps, la quatorzaine d'abord. J'ai pas bien compris sa question. Oui. Pour moi, je me dis peut-être. D'abord, le premier volet de sa question, c'est pour avoir une idée des gens qui reviennent d'autres pays, par exemple du Ghana, du Burkina, du Bénin. Qui est venu du Ghana, oui. Et maintenant la frontière a été fermée. Comment faire à celui-là qui veut rentrer chez lui? Je pense que ça, du côté de Lomé, il y a souvent des discussions qui se font avec les autorités pour qu'il y ait eu échange de personnes. Maintenant, dans les trucs, je pense que c'est avec les préfets qui doit avoir une discussion de part et d'autre des frontières pour que ça puisse être fait correctement. Et normalement, quand je dis ça doit être fait correctement, ça veut dire que celui qui doit aller de l'autre côté doit savoir que dès qu'il va de l'autre côté, il doit être mis en quarantaine pendant 14 jours suivis correctement. Et ou bien, en tout cas, conformément aux mesures mises en place dans le pays pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et s'ils doivent quitter l'extérieur et rentrer au Togo, il faut savoir qu'ils seront mis en quarantaine systématiquement pour 14 jours de suivi. Parfait. Ça, c'est maintenant, la deuxième partie de la question. On va essayer de la découvrir. Actuellement, où les régions ont des cas positif, est-il encore nécessaire de boucler les préfectures? Il faut dire que les préfectures qui sont bouclées sont des préfectures qui ont plus de cas jusqu'à présent. Plus de cas. Quand tu prends Lomé, la flambée au niveau de Lomé, Agoy n'a pas encore décliné complètement pour qu'on puisse lever ces trucs-là. Quand tu prends Soutouboua, du moins pas Soutouboua, Tchaoudjo a toujours le nombre élevé dans la région. Donc, je pense que pour le moment, ce n'est pas encore le lieu d'enlever rapidement ces barricades. Il y a nécessité que ça reste pour freiner un peu, ne serait-ce pour ralentir la propagation communautaire de cette maladie. Peut-être dans le sud, un peu vers le centre, ça va être encore beaucoup plus facile. Mais au nord du pays, au niveau de Saint-Cassé ou autres, là, il y a des localités où... Pour le moment, même si on dit qu'il y a des cas dans ces préfectures de l'intérieur du pays, c'est ce que je dis. Ce ne sont pas des cas qui proviennent de la circulation interurbaine, non. C'est des cas qui viennent de l'extérieur pour entrer de par les frontières officieuses. Voilà, donc c'est surtout ça. Ce n'est pas... Donc, ces barrières, ou bien du moins, comment est-ce qu'on appelle ça? Dispositifs de bouclage. De bouclage de ville. Je pense que ça a toujours le lieu d'être pour pouvoir ralentir cette propagation communautaire. Parfait. Je pense que la personne a la réponse à cette question-là. Il faut qu'on garde ces différents types de bouclage-là pour pouvoir mieux circonscrire la maladie et traiter les gens comme il le faut pour éviter, bien sûr, un lendemain aussi désastreux par rapport à cette maladie à coronavirus. On va essayer de prendre à nouveau quelques nouvelles questions. Nous nous tendons vers la fin de l'émission. Bonsoir. Est-ce qu'on diagnostique les maladies chroniques chez cas positifs au Covid? Oui, il y a certains qui rentrent ne sachant pas qu'ils sont diabétiques ni hypertendus. Donc, il y a d'abord ceux qui rentrent. Il y a un bilan systématique qui est fait pour pouvoir mieux les classer, pour pouvoir ressortir les facteurs de risque qui présentent.
Donc, Vous risquez de faire un bilan de santé total à la personne. On a fait un bilan de santé. On a fait un bilan de santé. Ah oui. Non. Ça coûte énormément cher, hein, cette affaire-là. Ça coûte cher. Un bilan de santé. La prise en charge des cas, je pense que c'est un des points sur lesquels l'État n'a pas hésité. L'État n'a pas hésité. Il y a un bilan qui est fait avant qu'on ne commence tout traitement chez eux pour mieux voir quels sont des différents terrains qu'ils présentent. Donc, il y a certains, c'est suite à ça qu'on détecte que il est diabétique. On voit que celui-là, il a telle ou telle pathologie. Il est VIH ou bien il est VIH positif. Toutefois, lui-même, il ne savait pas avant. Et c'est une maladie qui affaiblit son immunité par rapport à cette nouvelle qu'il a encore. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Donc, il y a un bilan qui est systématiquement fait. Il y a un bilan qui est systématiquement fait pour les cas qui sont confirmés qu'on interne. Visiblement, ces malades à COVID-19 sont choyés, hein, parce que pour un bilan de santé dans une clinique au Togo, on sait combien ça coûte à peu près. Oui. On va être tenté peut-être de venir solliciter. Juste pour le bilan, mais tout le stress, tout ce que vous allez vivre. Non, on préfère être stressé et avoir une idée sur son état de santé. C'est mieux. Un bilan de santé, mais non, ça, attention. C'est ça qu'on dit. C'est-à-dire, à côté de COVID-19, il y a d'autres pathologies. Oui. Mais aujourd'hui, ça nous interpelle. Il y a nécessité de connaître son statut, ne serait-ce que pour les autres maladies. Oui. Avant que chaque année, peut-être au début d'année ou bien fin d'année, comme ça, vous vous donnez du plaisir à faire un petit bilan de santé. Le docteur, il est là, il écrit. Il faut que tout le monde le fasse. Oui, mais c'est le normal. C'est le normal. Les moyens... Chez les Blancs, tu les vois cotiser pour aller en vacances. Il faut que nous aussi, on commence à cotiser systématiquement pour faire un bilan à un moment de l'année, chaque fois, du moins une fois par an, pour pouvoir faire un check-in et voir où est-ce qu'on en est. C'est vraiment nécessaire. Peut-être que c'est l'occasion, les gens vont peut-être essayer de profiter de cette occasion-là aussi pour avoir une idée de leur état de santé. Parce que tout est pris en charge, visiblement. On dit bien sûr félicitations aux premiers dirigeants du pays qui sont bien sûr à pied d'œuvre pour venir à bout à cette maladie, à d'autres pathologies. Ce qui veut dire qu'on traite tout. Hein. Quand on constate qu'il y a... On traite. Voilà, ça dit, ce n'est pas seulement ta maladie qu'on prend, mais quand même, on essaie de te donner un état de santé parfait pour que tu ne... On revient revigoré. Voilà. C'est quand même bien, mais on ne va pas souhaiter contracter la maladie à coronavirus. On va devoir prendre une nouvelle question sur notre plateforme. Bonsoir, j'aimerais poser une question. Ok, vu le monde... Le cas de Covid diminue. Or, chez nous, au Togo, le cas grimpe. Cela est dû à quoi? Merci, madame. Vous êtes mieux placée pour nous donner. Il ne pourra pas le dire comme il le présente. On avait vu, quand ça avait commencé en Chine, il y avait d'autres pays qui n'avaient pas de cas, qui avaient que 1-2 cas. Mais quand ça finissait en Chine, c'est en ce moment-là que les zones... Il suffit juste d'analyser les chiffres des États-Unis. Voilà, présentement, l'Italie... La Chine est de côté, l'Europe est de côté, mais c'est les États-Unis qui prennent le devant de la scène. Non, il peut pas le dire comme ça. C'est chaque pays, avec le moment où ça a commencé et au moment comment là, ça évolue dans le pays. Donc, je pense que cette comparaison n'est pas... Vraiment vérifiée. N'est pas vérifiée. On a quand même enregistré quelques petits cas en ces derniers temps, mais on peut oser dire que c'est pas encore... aussi gênant, hein, parce que d'autres pays, on essaie d'analyser. J'ai écouté pour l'Afrique du Sud, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Dans ce pays, oui. Tu sais, c'est des pays où il y a une forte densité et vraiment, il y a nécessité que des mesures soient prises. Il faut comprendre nos pays africains avec la proximité. C'est vrai que l'Afrique du Sud, je pense qu'ils ont un climat qui n'est pas trop loin de climat en Europe et autres là, qui peuvent aussi favoriser. Également pour les pays maghrébins, hein, on a le même constat. Aujourd'hui, les chiffres grimpent toujours. Tout ça a grimpé. Donc,
Dieu merci que sous les tropiques, nous sommes encore bien. Nous allons prendre la dernière question de cette émission de ce jour et peut-être essayer maintenant de conclure. La dernière question nous dit, ce qui suit avec l'aide de la technique. Salut, j'aimerais savoir comment le Togo arrive à guérir les malades atteints, bien sûr, du Covid-19, surtout ces derniers jours. Comment est-ce que vous arrivez quand même à donner la santé à ces gens-là? Covid-19, c'est une maladie virale. Et dans les maladies virales, c'est comme une grippe. Une grippe, quand ça commence, tu prends des médicaments pour renforcer ton immunité, pour calmer les maux de tête. Quand le nez coule, tu calmes le nez qui coule. Et après, le virus fait son chemin et part. Si tu n'as pas une surinfection, le virus fait son chemin et après disparaît. Donc, c'est la même chose avec le Covid. Ce qu'on fait, c'est de renforcer l'immunité des gens, de les accompagner pendant cette période et d'éviter qu'il y ait d'autres pathologies qui s'agrippent ou bien qui affaiblissent plus l'organisme. Et le virus, il y a la présence du virus qui monte dans l'organisme jusqu'après le virus est éliminé. Donc voilà comment ça se passe pour le traitement, bien sûr, au Togo. Voilà. Parfait. Docteur Rebecca Kende, c'est déjà la fin de ce rendez-vous du jour, ou bien vous souhaiterez qu'on continue encore? Bon, comme c'est la fin, c'est bon. Demain, on va forcément revenir. Nous, on est là. Okay. On aurait voulu vous avoir toute la soirée, mais il faut qu'on donne aussi le temps à d'autres. Moi, je me dis, les émissions à la télé, là, ça va. On est assez passé. Les gens nous ont vus. Maintenant, il faut continuer par vous voir. Il faut qu'on arrive à bout, bien sûr, à cette maladie à coronavirus. Qu'on arrive dans les quartiers, qu'on gongonne. Avec les mégaphones. Avec les mégaphones, on sensibilise les gens. Voilà, on prend des pics. On va vous soutenir prochainement. Je suis là. Ou bien? Oui. D'accord, prenez une voiture, mettez les haut-parleurs dedans, venez me chercher. Je suis là. Parfait, on va commencer peut-être. Comme c'est maintenant que l'idée a vu le jour, on va étudier. Et puis, en début de semaine qui arrive. On est dispo. Merci d'être passé. Non, je vous en et bon retour chez vous. Rebecca Kende, elle est bien sûr épidémiologiste et responsable adjointe des opérations dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 au Togo. Merci d'être passé. Merci. Bon retour chez vous. Merci. Ok, allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.